Eh bien donc bonjour à tous, je suis le docteur Alison Gilbert, donc je suis médecin urgentiste de formation et puis j'ai réalisé une thèse de doctorat sur les stratégies de gestion des flux de patients aux urgences. Je pense que tout le monde sait que dans les services d'urgence, il y a des gens partout, on ne sait pas quoi faire. Et je me suis vite intéressée à comment l'intelligence artificielle pouvait nous offrir des opportunités. Et donc, plus largement, je me suis orientée vers toutes les applications que l'intelligence artificielle pouvait avoir en santé, comment ça pouvait améliorer la pratique médicale, comment ça pouvait améliorer les soins aux patients. Et j'ai rejoint ainsi la chaire en intelligence artificielle de l'université de Mons, où j'effectue des recherches pour savoir finalement comment le médecin demain va travailler et comment vont être les interactions avec le patient. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler d'intelligence artificielle de manière un peu plus détaillée, sans être trop technique. Le but, c'est vraiment de démystifier des termes bizarres qu'on entend sur l'intelligence artificielle pour vous donner une idée concrète de ce que c'est, vers où ça va nous mener et ce que ça va nous apporter. Parce que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, ça suscite énormément d'intérêt, mais aussi beaucoup de crainte et beaucoup de méfiance. Et donc, c'est souvent lié à une incompréhension de ce que ça peut représenter. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Je vais vous redéfinir ça de manière plus détaillée, son histoire, son évolution. Je vais vous parler du potentiel de l'intelligence artificielle en médecine. Qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement? Et on parlera de quelques applications pratiques, que ce soit en médecine de façon globale, mais également plus précisément en rhumatologie. Ensuite, on évoquera les questions qu'on se pose tous. C'est quoi les défis de l'intelligence artificielle? C'est quoi les risques? Est-ce que je peux faire confiance à l'intelligence artificielle? Est-ce que je peux tout utiliser? À quoi est-ce que je dois faire attention? Et on essayera à la fin de l'exposé de pouvoir tous ensemble avoir finalement une ligne de conduite à tenir quand je suis face à l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi cet exposé? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle, vous ouvrez votre radio, vous en entendez parler, vous ouvrez votre TV, vous en entendez parler, on en parle partout. Et en effet, parce qu'elle va vraiment s'impliquer de plus en plus, que ce soit au niveau de la société, de l'économie, du monde du travail, mais également de la médecine, et qu'elle va apporter des bénéfices qui sont réels, on va en discuter. Et donc l'objectif aujourd'hui de cet exposé, ce serait vraiment de pouvoir vous sensibiliser, vous informer et vous préparer au monde de demain qui forcément sera, je dirais, rempli d'applications d'intelligence artificielle. Mais tout d'abord, la première question, et vous en avez déjà eu un premier aperçu juste avant, c'est l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Alors, on va partir de définitions fort théoriques pour essayer de définir quelque chose qui paraît compliqué, mais qu'on va rendre simple. En tout cas, j'espère que ce sera simple après dans votre esprit. Alors, il n'y a pas une définition de l'intelligence artificielle. Il y a une définition générale qui dit que c'est une branche de l'informatique qui va simuler l'intelligence. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Alors, il y a Marvin Minsky, qui est un des grands chercheurs dans le monde de l'intelligence artificielle, qui, lui, définissait l'intelligence artificielle comme une science dont le but est de faire réaliser par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Si on regarde la définition de la Commission européenne, elle nous informe plutôt que l'intelligence artificielle fait référence à des systèmes qui affichent un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc si on résume tout ça, en fait, l'intelligence artificielle, son objectif, c'est de mimer la réflexion humaine. Et comment? Eh bien, en fait, c'est des maths, c'est des statistiques, c'est des modèles à qui on va fournir des données. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de patients, on va lui dire, voilà, j'ai des patients, 50 ans, 60 ans, des hommes, des femmes, différents antécédents,
Et on va lui demander, sur base de ces informations, comme le ferait un médecin finalement, d'apprendre à réaliser une tâche. Par exemple, poser un diagnostic. Et donc ces modèles, grâce à ces données, vont apprendre et réaliser la tâche qu'on lui demande de faire. Alors de manière très simple, finalement, l'intelligence artificielle, c'est ça. Et pour vous donner un exemple concret, on va parler de l'analyse d'images. Donc vous savez que l'intelligence artificielle, elle peut reconnaître des images. Eh bien, ça se base finalement sur ce que je viens de vous dire, et comme si on prenait un petit enfant et on essayait de lui faire distinguer une orange ou une pomme. Eh bien, on va lui montrer des images d'orange et de pommes, et on va lui dire, ben voilà, celle-ci, elle a telle caractéristique, et celle-là, d'autres caractéristiques. Et l'enfant, lui, il va apprendre, avec son expérience, sur base de ce qu'on lui montre, à distinguer l'orange et la pomme. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle va faire pareil. On va lui donner des images, on va lui dire, voilà, ça, c'est une pomme. Et on va lui donner une autre image, et on va lui dire, ça, c'est pas une pomme. Et on va lui en donner de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle puisse distinguer les caractéristiques et nous fournir une réponse. Ceci est une pomme ou pas. En train de simplifier, l'intelligence artificielle, c'est ça. Rien de sensationnel, rien de spectaculaire, des maths et des statistiques. Alors, ceci, je vais peut-être passer, mais c'était pour vous dire qu'on entend parler de beaucoup de choses à l'heure actuelle, notamment des fameux réseaux de neurones. Alors, on se demande tous ce que c'est. Eh bien, en fait, c'est parce que ces réseaux de neurones, ce sont un des modèles d'intelligence artificielle qui ont en fait été créés pour s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain. Donc des maths, des statistiques, de l'informatique qui essayent de reproduire finalement notre fonctionnement du cerveau. Et vous voyez un petit exemple ici à droite, c'est une représentation d'un neurone humain qui va recevoir des informations, traiter l'information et rendre des données en fonction de ça. Et l'intelligence artificielle, elle s'est inspirée de ce type de fonctionnement. Voilà. Alors, il y a également d'autres choses dans l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que les reconnaissances d'images. Il y a ce qu'on appelle le NLP, on en entend beaucoup parler, et également les GPT, avec le fameux ChatGPT dont on entend parler partout. Alors ça, c'est quoi le ChatGPT ? Eh bien, ChatGPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de comprendre le langage humain. Donc, il va reconnaître les mots, il va reconnaître leur sens, et il va être capable de générer une réponse à la façon dont un humain le ferait. C'est un peu les principes de réponse aux questions que vous avez vues juste avant. Et cela se base sur des recueils de données. Alors pour ChatGPT, évidemment, c'est tout ce qu'il peut trouver sur Internet. Et comme on l'a dit avant, mais on va en rediscuter aussi, évidemment, la véracité des données qui sont fournies au modèle vont conditionner la qualité de ce qu'il va vous répondre. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est nouveau ? Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque mon collègue en a parlé juste avant. L'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau du tout. Ça date de 1940, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, notamment avec la création de ce fameux neurone formel qui mimait le fonctionnement des neurones humains, mais également avec les travaux de Alan Turing en 1950, où effectivement, il était le premier à se poser la question de savoir si la machine était intelligente. Et donc, pour ne pas répéter les choses, effectivement, un grand film qui a été fait sur les travaux d'Alan Turing, qui est le jeu de l'imitation. Mais pourquoi, en fait, on dit jeu de l'imitation ? Alors, comment est-ce qu'en fait, on s'est dit, est-ce que la machine est intelligente ? Est-ce que la machine pense ? Comment est-ce qu'on pourrait savoir si la machine est intelligente ? Eh bien, c'est ce que s'est posé comme question Alan Turing, et il s'est dit, eh bien, la machine est intelligente si elle sait se faire passer pour un humain quand il communique avec un autre humain.
Et donc, pour qu'une machine soit considérée comme intelligente, il faudrait finalement que lorsqu'un humain va échanger, donc à la façon finalement de SMS, avec une machine ou avec un autre humain, il ne puisse pas distinguer avec qui il discute. Est-ce qu'il discute avec l'humain? Est-ce qu'il discute avec la machine? S'il ne sait pas distinguer, alors on considère que la machine a réussi le test de Turing. Alors vous me direz, si ça date de 1940, comment ça se fait qu'on en est seulement là maintenant? Comment ça se fait que c'est maintenant qu'on parle de cette révolution de l'intelligence artificielle? Eh bien, tout simplement parce que dans les années 50 et 70, il y a eu un grand optimisme pour l'intelligence artificielle, avec une vision de tout ce que ça pouvait amener, mais on n'avait malheureusement pas la puissance pour le développer. Ça nécessite des ordinateurs qui ont une puissance de calcul importante, ça nécessite également l'Internet, le big data, donc une grande quantité de données, et tout ça on ne l'avait pas, et l'intelligence artificielle a passé ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. Et c'est seulement à partir des années 1990 à aujourd'hui qu'on a vu, avec l'arrivée justement d'Internet et du big data, la possibilité d'aller plus loin dans ce qu'on voulait développer et d'avoir de réels succès en termes d'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de succès en termes d'intelligence artificielle, en règle générale, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va passer à des exemples. Par exemple, c'est l'arrivée de Watson. Alors, ce n'est pas dans le domaine des soins de santé, mais c'est un exemple assez parlant. Watson, c'était une intelligence artificielle qui était un système expert qui a participé à cette émission Jeopardy, qui pourrait être finalement considérée comme question pour un champion. Et donc, l'intelligence artificielle que vous voyez juste au milieu a réussi à gagner l'émission contre les deux autres experts qui étaient ses concurrents. Un autre exemple de succès d'intelligence artificielle en dehors du domaine de la santé, c'est AlphaGo de DeepMind. C'est la possibilité de créer un système d'intelligence artificielle qui peut jouer au Go, qui est ce jeu que vous voyez juste ici, un peu dans le style des échecs. Et l'image que vous voyez ici, c'est le championnat du monde où AlphaGo a battu Lee Sedol, qui était le meilleur champion au monde. Et comment est-ce qu'il l'a battu? Il l'a battu en inventant une nouvelle technique de Go qui n'était connue par aucun des experts présents lors de ce championnat. Et donc, c'est là qu'on s'est posé la question, tiens, l'intelligence artificielle, finalement, elle est capable d'aller créer des choses dont nous, on n'avait pas pensé. Et donc ça, c'est intéressant pour aller plus loin, et on va en rediscuter. Et puis alors, évidemment, je pense que l'image ne se voit pas très bien, mais il y a l'ami ChatGPT, celui dont on parle partout, qui est finalement ce système d'échange, comme vous échangeriez avec quelqu'un d'autre pour des SMS, où vous lui posez une question et il va être capable de vous générer une réponse qui va paraître assez finalement fiable, mais on reviendra là-dessus. Évidemment, il n'y a pas que ChatGPT, mais je ne vais pas m'étendre sur toutes les possibilités, on n'en aura pas le temps. Alors vous allez me dire, oui, ok, tout ça c'est bien, mais finalement, comment ça va aider pour les soins de santé ? Quel est le potentiel de l'intelligence artificielle en médecine? Eh bien, je vous répondrai de manière assez théorique par 3 grands domaines. 1, ça peut améliorer le processus de prise de décision, puisque finalement, la machine elle a un pouvoir de calcul qui est plus important que nous. Elle peut assimiler plus de données que nous. Et donc, ça peut nous aider à faire de nouveaux modèles de prévention de la maladie. Ça peut nous aider également à faire de meilleurs diagnostics, pour éviter de rater des diagnostics, de laisser des gens avec des années de recherche sans trouver une réponse à leurs problèmes. Ça peut aider dans le traitement aussi, savoir quel patient répondra mieux à un traitement ou à un autre. Deuxièmement, ça peut aider pour de la médecine personnalisée.
Comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, vous pouvez lui fournir différentes données, différentes caractéristiques, et elle peut vous créer de nouvelles choses. Et donc, c'est la possibilité d'aller faire une médecine qui soit vraiment ciblée, centrée sur le patient, son profil, ses caractéristiques. Et finalement, et ça vous l'avez entendu dans la présentation précédente, la réduction des tâches administratives en santé. Alors, je pense que vous avez probablement dû tous vivre ça. Les consultations chez le médecin, parfois ça va vite. Le médecin, il est sur son ordinateur, il est dans ses papiers, et finalement, quel temps est-ce qu'il reste pour discuter avec le patient? Et ça, c'est vraiment un des objectifs de l'intelligence artificielle, c'est pouvoir essayer, je vais vous montrer comment, de réduire toute cette paperasserie qui existe dans le monde médical pour pouvoir recentrer le médecin sur sa fonction initiale, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec le patient, pouvoir examiner le patient, pouvoir lui expliquer plus longuement les choses et vraiment pouvoir recentrer les soins vers le patient. Et on va voir un exemple. Alors, en termes de prévention diagnostique, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas m'attarder non plus, on va vite passer aux exemples, ce sera plus parlant, mais on peut mieux prévenir la maladie parce que l'intelligence artificielle peut essayer de détecter précocement la maladie et ainsi mettre des mesures plus adéquates pour essayer d'éviter des formes sévères. Mais ça peut aussi prévenir des événements indésirables. Un événement indésirable, comment? Par exemple, en surveillant la pathologie au domicile avec des outils connectés où vous pouvez encoder différents symptômes et ça va alerter le médecin s'il voit que quelque chose est inadéquat. En termes de diagnostic, eh bien, la possibilité, justement, pour des pathologies complexes ou rares, qui peuvent avoir des présentations parfois plus atypiques, d'améliorer le diagnostic qui est fourni aux patients. Et ça, dans différents domaines, que ce soit en radiologie, au laboratoire ou en anatomopathologie, mais aussi en rhumatologie, et on va le voir. Au niveau du traitement, comme je vous l'ai dit, ça peut guider le choix du traitement, mais ça peut aussi permettre de découvrir de nouveaux traitements, puisque l'intelligence artificielle peut notamment être utilisée dans la création de nouvelles molécules pour des médicaments. Ça accélère les sélections de molécules qui sont les plus adaptées pour le patient. Alors, la médecine personnalisée, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et donc, en effet, l'intelligence artificielle peut mettre en évidence de nouveaux profils de la maladie, peut permettre d'intégrer de nouveaux facteurs. Il y a des recherches à l'heure actuelle sur les profils génétiques des patients et adapter leurs risques, adapter leur traitement en fonction des chances de réussite. Également, l'implémentation de prise en charge qui soit plus ciblée en fonction des réponses prédites par la machine. Alors, en termes de réduction des tâches administratives, je vous en ai parlé également, on sait que les consultations médicales, il y a une lourdeur administrative. On sait qu'il faudrait pouvoir améliorer le temps consacré aux patients, améliorer la communication aux patients, mais également pouvoir réhumaniser les soins. Et alors, on en parlera après. Souvent, on considère que l'intelligence artificielle va déshumaniser les soins, mais le but de l'intelligence artificielle, c'est justement de soulager les médecins, d'améliorer les pratiques, de pouvoir augmenter les capacités des médecins, et ça, on va en parler, et de pouvoir justement réhumaniser les soins et non les déshumaniser. Alors, quelles applications en pratique finalement? Qu'est-ce qu'on trouve? Parce que ici on a parlé, vous avez vu les robots, vous avez vu les agents conversationnels, mais est-ce qu'il y a d'autres applications qui peuvent être utilisées en santé? On va d'abord voir celles de manière générale et puis on verra plus particulièrement en rhumatologie. Évidemment, je ne saurais pas vous parler de tout.
Alors ici, vous voyez une cartographie du nombre de startups en e-santé en France pour 2024. Donc vous comprendrez bien que c'est impossible que je vous parle de tout. Donc j'ai pris quelques exemples qui sont assez, je dirais, évocateurs de ce qui peut être fait et de l'intérêt, de l'impact que ça peut avoir. Et si on détaillait tout ça? Alors, vous avez plein d'applications qui sont disponibles et qui sont validées. On parlera aussi de l'intérêt de la validation. La première, c'est cette fameuse montre connectée qui est capable de détecter les troubles du rythme et donc d'alerter le patient et lui dire, ben voilà, il faut aller consulter. Et donc, il y a clairement une modification de la prise en charge des patients qui vont être capables d'aller consulter lorsque quelque chose est détecté. Vous avez dans le cadre du diabète les surveillances de la glycémie avec des alertes en cas d'hypo ou d'hyperglycémie. Mais également toute autre application sur votre téléphone pour suivre différents paramètres. Vous avez aussi pour les problèmes dermatologiques. Vous prenez votre téléphone, vous pouvez faire une photo du problème que vous avez et ça peut vous orienter vers le médecin si cela est nécessaire. Alors, pour le médecin, comme je vous l'ai dit, pouvoir diminuer la lourdeur de la consultation, c'est important. Et c'est là que ça fait intervenir l'intelligence artificielle qui va reconnaître le langage humain avec, vous avez ce qu'ils appellent des copilotes, c'est-à-dire que le médecin, au lieu de passer sa consultation à taper sur son ordinateur ce que vous êtes en train de lui dire, eh bien, l'intelligence artificielle est capable de générer des comptes rendus de ce qui se dit. Et ainsi, le médecin peut directement vous parler sans devoir se tracasser d'aller taper tout ça sur son ordinateur. Vous avez également, je vais vous montrer cette petite vidéo, la possibilité avec l'intelligence artificielle d'aller générer la lettre de sortie et ainsi le médecin gagne du temps pour d'autres tâches qui sont plus intéressantes. Donc je vous montre ici, c'est un dossier, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est un dossier informatisé en France et vous voyez les choses qui se tapent toutes seules sont en fait l'intelligence artificielle qui va résumer finalement la prise en charge du patient. Donc elle n'invente rien, c'est juste qu'elle va rechercher dans le dossier du patient les différentes données et elle va générer la lettre de consultation. On pourrait imaginer également dans le futur que ça puisse générer une lettre d'information au patient. Qu'est-ce que le médecin a mis dans le dossier? Est-ce qu'il ne faudrait pas pouvoir vulgariser ce qui est mis dans le dossier et pouvoir avoir une lettre d'information pour le patient pour qu'il se souvienne de tout ce qui a été dit? Bien, ça, c'est des choses que l'intelligence artificielle pourrait faire. Alors, l'aide à la prise de décision, et on verra également ça en rhumatologie, eh bien, l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, c'est capable de reconnaître des pommes, des poires, mais donc c'est capable aussi de reconnaître des fractures. Et donc, l'intelligence artificielle peut reconnaître une fracture sur une radio, et donc elle vous pointe la fracture, et on a démontré dans les études que l'intelligence artificielle peut atteindre un niveau aussi performant que celui d'un radiologue. Alors, autre petite vidéo, vous avez la possibilité de reconnaître des images, mais d'associer cette reconnaissance d'images avec des symptômes qu'éprouve le patient, notamment pour reconnaître les électrocardiogrammes. Donc, quand vous avez un problème au niveau cardiaque, vous avez des applications qui peuvent être utilisées. Je vous montre comment ça fonctionne. Ceci, c'est à destination du médecin, pas du patient. Et donc, le médecin peut aller faire une photo de l'électrocardiogramme. On ne voit pas bien. Hein. C'est un peu trop clair. Donc, en gros, il y a une photo qui est prise de l'électrocardiogramme. Le médecin peut encoder les plaintes du patient et il va avoir une aide au diagnostic. Voilà, l'application fournit finalement différents diagnostics aux médecins.
Mais également, ça peut servir pour la prise de paramètres vitaux au domicile. Et ça, c'est des applications pour vous, en tant que patient. Avec votre smartphone, vous pouvez simplement le mettre devant vous et l'intelligence artificielle est capable de calculer votre pression artérielle, votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène et différents paramètres qui peuvent être transmis au médecin pour de la surveillance, par exemple. Et donc, si quelque chose est anormal, le médecin qui a également accès à l'application peut vous recontacter pour vous dire attention, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser à la maison. Ah oui, mais on va venir au risque de l'intelligence artificielle juste après. Alors, ici, c'est une étude qui a été faite pour, justement, en oncologie, identifier le risque de récidive et suivre les patients qui étaient en traitement. Donc, vous avez la possibilité, c'est la même chose qu'avec les paramètres, donc avec la tension, avec la pression artérielle, avec la fréquence cardiaque, vous pouvez y encoder vos symptômes. Et donc là, c'est une application qui envoie des rappels au patient et qui lui dit comment est-ce que vous vous sentez. Au niveau de votre poids, est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez pris du poids? Est-ce que vous avez mal quelque part? Et sur base de ces différentes réévaluations qui sont périodiques, eh bien, il y a une possibilité de détecter plus précocement les patients qui seraient à risque de rechute. Donc, ça peut également permettre un suivi adéquat du patient au domicile. Mais en rhumatologie, plus précisément, qu'est-ce qu'on a actuellement comme outil? Eh bien, on peut optimaliser la détection de la maladie, comme dans les apports plus généraux. On peut, encore une fois, ça ne se voit pas très bien, mais donc c'est l'image, si vous voulez, d'un smartphone où vous pouvez converser avec l'application et entrer vos différents symptômes. Et comme ça, vous avez des diagnostics qui sont plus précoces. Je vais passer parce qu'on ne voit pas bien l'image. Ça peut prédire l'évolution de la maladie. Alors, il y a une étude qui a été faite par l'utilisation par des médecins des informations qu'il y a dans vos dossiers médicaux. Et grâce à ça, dans la polyarthrite rhumatoïde, grâce à l'intelligence artificielle, on pouvait prédire l'activité de la maladie et donc ainsi adapter la prise en charge du patient en fonction de son risque de rechute notamment. Mais on peut également mieux évaluer les lésions de la maladie. Alors ici, c'est comme le principe finalement de la fracture. Vous allez évaluer le degré d'atteinte au niveau articulaire. C'est une étude qui a été faite avec des patients avec une polyarthrite rhumatoïde et l'intelligence artificielle permettait une reconnaissance de ces lésions de la maladie sur les clichés radiographiques de la main et des pieds. Mais ça peut aussi répondre aux questions du patient. Donc je ne m'attarderai pas là-dessus puisque vous l'avez vu avec les agents conversationnels. Alors il y a soit évidemment des avatars, mais ça peut être soit également ce qu'on appelle les chatbots. Donc comme si vous envoyiez des SMS finalement à l'intelligence artificielle et ça peut permettre une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et donner des conseils qui sont plus ciblé sur vos pathologies, puisque ici, c'est basé sur le système dont je vous ai parlé en introduction, donc IBM Watson, qui peut fournir des informations bien particulières au niveau de l'arthrite. Mais ça peut également prédire les poussées au domicile. Ceci, c'est une application où le patient peut prendre une photo de ses articulations, ça a été fait au niveau des mains, et l'application va évaluer le diamètre de l'articulation, l'image, si c'est gonflé, pas gonflé, et ainsi permettre de prédire soit une poussée de la maladie, soit la réponse adéquate au traitement qui a été prescrit par le médecin. Et ça, c'est des choses qui peuvent être suivies à distance par le médecin pour essayer d'améliorer le suivi au domicile. Mais justement, quels sont les défis et les risques de l'intelligence artificielle? Et on va revenir. Est-ce qu'il n'y a que du bon là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, en effet, l'intelligence artificielle, c'est un sujet pas si simple que ça. Il y a beaucoup de limitations et de biais. Si vous donnez un jeu de données avec des fausses informations dedans à l'intelligence artificielle, ça a été dit, il va vous donner des fausses informations. Et donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'un contrôle de l'intelligence artificielle. On va y venir. Il y a un problème de vie privée aussi, comme l'a dit madame. Est-ce qu'on est tout le temps suivi chez soi? Et donc il faut se poser des questions par rapport à ça. Il faut s'intéresser au fait que les applications, elles soient sécuritaires. Ensuite, il y a le problème du mésusage de l'intelligence artificielle. Est-ce que toutes les applications sont valides? Est-ce que je peux faire confiance à tout? Comment je sais à quoi je peux faire confiance et à quoi je ne peux pas faire confiance? Donc ça, c'est des réels défis. Et puis, il y a le problème aussi de l'adoption. Parce que tout le monde n'est pas convaincu par l'intelligence artificielle. Alors on peut se poser la question, voilà, il y a des gens qui vont l'utiliser, pas d'autres. Qu'est-ce que ça va donner dans les soins de santé demain? Mais en pratique, moi, en tant que patient, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser finalement? Et on va essayer de répondre à des questions bien ciblées. Est-ce que je dois avoir peur de l'intelligence artificielle? Bien, je pense effectivement qu'il faut se méfier du mésusage de l'intelligence artificielle. Vous avez des applications d'intelligence artificielle qui sont validées, qui sont conseillées par vos médecins, et donc, celles-là, il faut les utiliser. Mais il ne faut pas utiliser une application sans être renseigné si elle était valide ou pas. Il faut se méfier du manque de formation et de compréhension. Donc il faut utiliser quelque chose qu'on sait utiliser. Donc il y a une nécessité finalement d'éducation à l'utilisation de ces applications. Il ne faut pas essayer d'utiliser quelque chose et de se fier à quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Il faut se méfier de l'utilisation de modèles non validés scientifiquement. Il n'y a pas de raison que, parce que l'intelligence artificielle est un domaine qui est très en vogue, on se mette à utiliser des choses qui ne sont pas validées par les médecins. Et ça, il y en a quand même pas mal sur Internet. Donc il faut se méfier. Ensuite, il faut se méfier de l'autonomisation complète de l'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire que l'intelligence artificielle va permettre de tout faire. En effet, il y a un grand concept qui doit être retenu, qui est celui de la garantie humaine. L'intelligence artificielle, on va le voir juste après, c'est un outil qui va être utilisé par le médecin pour essayer d'améliorer les soins qui seront apportés aux patients, mais il faut toujours qu'il y ait un humain derrière qui va garder le contrôle sur les décisions qui sont prises. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer mon médecin? C'est aussi une grande question qu'on pose souvent. Eh bien, il faut plutôt considérer le concept de la médecine augmentée. C'est-à-dire, on n'oppose plus l'intelligence artificielle au médecin, mais bien, on essaye d'avoir une interaction homme-machine. Et c'est comme je vous l'ai dit, ça reste un outil qui va permettre d'améliorer nos compétences, mais pas nous remplacer. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi les compétences humaines qui sont essentielles. La machine, elle n'est pas capable d'empathie, elle n'est pas capable de curiosité, elle n'est pas capable d'adaptabilité. Et donc, c'est un outil qu'on va utiliser. Et donc, il faut se poser les bonnes questions sur la validité des applications qu'on utilise également. Ça, c'est vraiment un message important. D'autant plus que c'est difficile parfois de faire la part des choses. Ici, c'est une étude qui a été faite chez des patients qui avaient des plaintes rhumatologiques et qui essayait justement ce chatbot, donc ce petit agent conversationnel. Et on leur a demandé s'ils pensaient que la réponse était adéquate. Et la majorité des patients ont estimé qu'effectivement, les réponses qui étaient fournies étaient adéquates. Et quand on a interrogé les rhumatologues, eux, ils ont estimé que les réponses étaient de qualité inférieure à la référence médicale. Et donc, finalement, on a un réalisme des réponses qui sont fournies par ces agents conversationnels, mais ça ne veut pas dire que le conseil qui est fourni est valide. Et donc, il faut être prudent avec ce qu'on utilise et, si nécessaire, se renseigner. Demander à un professionnel qui connaît l'intelligence artificielle. Il y a des applications d'intelligence artificielle valides, mais elles ne le sont pas toutes. Et donc, quels sont les points clés pour le futur? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, déjà, si vous pouvez retenir qu'il y a beaucoup d'applications dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est déjà bien,
mais que surtout, elles ne doivent pas remplacer le médecin. Il y a un besoin qu'elles arrivent en complément du médecin, mais il ne faut pas se fier uniquement à ces applications. C'est aussi une belle opportunité de personnaliser les soins et de recentrer ceux-ci vers le patient pour améliorer son expérience. C'est aussi une opportunité d'améliorer la relation médecin-patient, justement en diminuant toutes ces charges administratives pour lesquelles justement l'intelligence artificielle est assez performante. Mais il faut s'informer sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Il faut comprendre son utilisation et au besoin, il faut questionner les professionnels de la santé. C'est réellement une collaboration entre finalement le médecin, le patient et l'intelligence artificielle. Et je vous remercie pour votre attention. Ça ne serait pas tellement une question, mais j'ai été diagnostiqué il y a 2 ans un diabète type 2, et donc insuline, etc., médicaments. Maintenant, je suis en dessous de 80, je vis normalement, j'ai repris le sport parce qu'il y avait aussi... et je suis content d'avoir eu ce boîtier qui contrôlait constamment, via mon téléphone, ce taux d'insuline qui devait être le taux de... Comment je dis sur le nom. Mais grâce à ça, je m'en suis sorti, quoi. Donc je me dis, oui, c'est les précurseurs de l'intelligence artificielle, mais on y arrivera. Et je pense que c'est l'avenir. Oui, clairement, hein, il y a plein de possibilités et je pense qu'il faut les tester en collaboration avec le médecin, ça c'est important. Et alors c'est aussi quelque chose que je n'ai pas dit ici, mais que je dis souvent aux professionnels de la santé, c'est que ce qu'on doit créer comme application demain doit répondre à un besoin spécifique dans la population. Et donc c'est votre cas, par exemple, pour la surveillance. Et il y a des applications qui sont créées un peu en dehors de cette collaboration avec le médecin, avec le patient, et qui répondent beaucoup moins à nos besoins et qui sont un peu superflus. Je pense aussi qu'il y a beaucoup, c'est un grand concept, au-delà de celui de l'autonomisation du patient, il y a celui de patient partenaire. Et je pense que le patient, lui aussi, doit avoir son mot à dire sur ce qui est créé demain, doit s'impliquer dans les applications et dire, voilà, moi ce que j'ai besoin sur le terrain, c'est ça. Et on doit pouvoir créer quelque chose qui réponde à vos besoins. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle va trouver sa place. Merci. Est-ce que les bases de données des patients restent en Europe ou est-ce qu'il y a des traités internationaux? Comment ça se passe? Qui assure, qui assure la sécurité de nos données? Et donc ça, justement, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Donc justement, ça va sortir là maintenant. Donc je ne peux pas vous répondre avec vraiment précision. Mais pour qu'une application soit reconnue, vraiment validée, il faut qu'il y ait un système de sécurité derrière. Donc que vos données ne fuitent pas en dehors de cette application, hein. Donc ça, c'est vraiment un des prérequis, c'est que ça reste en interne pour le médecin dans l'application, mais ce n'est pas, entre guillemets, revendu ailleurs. C'est toujours un peu la crainte. Mais pour qu'elle soit validée, ça reste protégé. Quel est le prix de l'intelligence artificielle par rapport au bien-être de l'homme? Quel est le prix pour avoir l'intelligence artificielle qui résout tellement les problèmes au point où demain, on risque de ne plus avoir rien à faire? Vous parlez du prix, le risque ou du prix, le coût? Le coût. Le coût. Alors l'intelligence artificielle, effectivement, hein, ça coûte cher. Il y a pas mal d'initiatives à l'heure actuelle, justement en Wallonie, pour supporter le développement de l'intelligence artificielle. Mais c'est un des freins en fait du développement de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est que ça coûte cher, oui. Ouais. Donc effectivement, ça nécessite des investissements, oui. Moi, je voudrais juste savoir si on peut avoir la liste des applications en rhumatologie, hein, d'intelligence artificielle valide, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas s'il y a un listing bien précis
pour la rhumatologie précisément, mais par contre je peux fournir des liens vers, vous avez des sites qui font en fait des évaluations de différentes applications. Vous avez les applications en règle générale qui ont été cotées et reconnues valides. Alors vous pouvez aller voir s'il y en a de rhumatologie évidemment. Mais ça, oui, c'est quelque chose que je peux transmettre et puis on vous transmet par la suite pour que vous puissiez aller voir. Oui. En tout cas, donc tout est filmé. Donc, vous pourrez tous revoir les vidéos. Et alors, ça, c'est aux convenances des rhumatologues. Certains acceptent, et d'autres médecins acceptent de donner leur PowerPoint. Et voilà, on partagera ce qu'on peut partager. Mais voilà, c'est les savoirs des médecins et on ne peut pas les forcer à nous les donner. Donc voilà, mais moi j'avais une petite question, du coup je profite d'avoir mon micro. Donc, mais c'était plutôt par rapport aux rhumatologues, c'est vrai que certains sont même eux-mêmes sceptiques par rapport aux intelligences artificielles. Donc nous en tant que patients, qu'on veut aller voir le rhumatologue, mais que voilà, en n'ayant nous-mêmes pas forcément les connaissances et que eux ne veulent pas, comment on peut trouver l'information valide sur les bonnes pratiques, les bonnes applications à aller voir, quand on ne peut pas aller voir son médecin, entre guillemets. Et donc, il y a des sites où vous pouvez avoir des différentes gradations des différentes applications. Donc ça, c'est pareil que l'autre question, je peux les donner. Mais alors, c'est aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, justement, à la chaire en intelligence artificielle à l'Université de Mons. C'est la formation du personnel médical à l'intelligence artificielle. Et donc, on essaye vraiment de former le plus de professionnels de la santé pour pouvoir justement les informer de ce que ça peut apporter, justement pour qu'ils puissent en informer les patients. Et alors, il faut aussi savoir que depuis peu, dans la formation des jeunes médecins, il y a des cours d'intelligence artificielle pour que justement, dans l'avenir, vu qu'on est confronté à ces applications, le médecin lui-même soit au courant finalement de ce que ça représente. Parce que jusqu'à présent, en effet, ils ne sont pas tous au courant et c'est compliqué, oui. Juste une simple question. Vos liens, est-ce qu'on les recevra par l'ASB Leclerc? Oui. Oui, je vais tout transmettre, oui. D'autres questions? Juste une dernière question, puisque nous sommes une association de patients. On a bien conscience que l'intelligence artificielle risque de faire baisser les budgets. Vous dites, pour améliorer les choses, on essaie de former les médecins. Et nous, de notre côté, selon vous, qu'est-ce que nous serions susceptibles de faire pour veiller à ce qu'on maintienne le médecin, l'humain, c'est-à-dire qu'on aille vers plus d'humanité et pas moins? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Je pense que si on essaye de former les médecins, il faut aussi former les patients. Et donc, je pense que des journées de sensibilisation à l'intelligence artificielle, c'est important. Pour mieux comprendre ce que c'est. Et puis alors, pourquoi pas s'investir aussi, comme je l'ai dit, dans des développements, ou en tout cas dans des tests, dire, voilà, nous, en tant que patients, on aurait besoin de ça, c'est ça qui nous correspond. Donc je pense que c'est ça impliqué dans l'intelligence artificielle de demain, que ce soit en termes d'éducation ou en termes de demande de développement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Je profite du coup de ce que vous disiez pour parler des patients experts et du PEC. Parce que voilà, on est tous patients et on est tous aussi acteurs de notre maladie, mais acteurs aussi de pouvoir éduquer les autres à nos maladies, parce que voilà, nos aidants proches ou même la population en général ne comprend pas ou n'ont pas les informations, et donc c'est toujours intéressant de pouvoir se former pour pouvoir former les autres. Et donc je vous encourage, si vous êtes motivés, à voilà, juste prendre l'information que ça existe et que voilà, on en a besoin, et les associations, quelles que soient nos maladies, ça permet vraiment d'avancer. Voilà. Je voulais remercier du coup Alison Gilbert pour sa belle présentation.